Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode des Disrupters avec un point lourd du football international. Nico, comment tu vas? Et toi? T'as la pêche? Ouais, très bien, merci. Merci de me faire le plaisir et l'honneur d'être avec moi aujourd'hui. Tu es tellement inaccessible, injoignable que je me sens privilégié et je te remercie. Merci à toi pour l'invitation. Si vous êtes prêts, Disrupters, on est parti. He's got to open up for the shot. Oh, what a goal that is! Nicolas Anelka has been waiting all game. Bon, en tout cas, j'ai l'impression d'être en mode miroir aujourd'hui, limite volte-face quand je te vois face à moi. Tellement on m'a dit que je te ressemblais toute ma vie, mais en fait, ils t'ont manqué de respect à toi. Parce que non, t'es bien. T'es malade des gaines. Regarde-toi, t'as tes filles, t'es frais, t'es swagué, t'es beau gosse, et moi je suis là, l'ANELKA du pauvre. Ah, Bon, en tout cas, merci encore d'être là, et on va passer un moment à aborder des thèmes divers, parce que tu es quand même sacrément disruptif et on a besoin de voir 2-3 choses ensemble. avec plaisir. Alors Nico, comme je vois, tu es swagué, toujours propre sur toi, toujours fit. C'est quoi ton regard sur la mode? C'est important pour toi d'être frais? Ben, on essaie d'être frais, tu vois. Toujours eu cette envie de bien se saper. Ouais. Surtout à l'époque avec la culture américaine, qu'on regardait souvent les clips de rap américain. Mais je trouve que c'est important. C'est important d'être swagué, c'est important d'être présentable et les saps c'est bien, quoi. Ouais, et je vois qu'à l'époque où tu jouais même sur le terrain, tu étais toujours stylé. C'était pas, il n'y avait rien de laissé au hasard. Est-ce que ça fait partie de l'adage, on va dire, qui dit look good, play good? C'est ça, c'est psychologique, mais c'est vrai que ça joue beaucoup, en tout cas pour moi. Il fallait essayer d'avoir un petit style sur le terrain pour peut-être être bon, tu vois. Et au moins, si t'es pas bon, au moins t'as un style sur le terrain. Au moins, t'as récupéré un sur deux. À l'époque, en plus, quand tu passes pro en quoi, c'est 96, 17? Ah, 97, c'est un truc comme ça. Ouais. C'était pas vraiment mieux, on va dire, la mode dans le football. Ouais. Et en ce sens, je pense justement, tu as été un des précurseurs aussi à amener un nouveau style, un nouveau code. Tu vois, quand tu les vois aujourd'hui, les footeux d'aujourd'hui, le style, il est là, ça déborde de style, c'est tatoué, c'est machin, il y a des coupes fashion. Mais à l'époque, c'était pas encore le cas. Est-ce que c'est un truc qui est venu naturellement pour toi, de t'imposer? Ou est-ce que tu as dû quand même casser des portes pour t'imposer avec ta personnalité, qu'elle soit vestimentaire ou caractérielle? Franchement, j'ai fait tout ce qui était de plus naturel. Hein. J'ai pas essayé d'apporter quoi que ce soit de la mode. J'ai été naturel. J'ai porté les sapes que j'aimais. Et il s'avère que ça faisait un peu bien, tu vois. et c'est tout. En fait, j'ai pas essayé d'apporter quelque chose. Je suis juste resté naturel. J'ai aimé les sapes. J'ai essayé de kiffer ce que moi je portais. Après, les gens ont une génération qui a aimé un peu ce que je portais et comment je le portais. Mais franchement, c'était juste pour rester moi, quoi, tout simplement. Bon, en tout cas, tu as inspiré un paquet de jeunes à l'époque où tu avais une jambe levée, là, tu sais, là. Ah ouais. Même Doug, il en parle dans Inclassable. À l'époque où tu étais à Madrid, notamment, on disait que dès que tu levais la jambe, tu avais mal à la rodilla. Mais du coup, nous, c'est devenu un swag que tout le monde utilisait. Donc, merci pour ça déjà. Bon, j'ai envie de te poser une question forte d'entrée de jeu. Les médias. Tu n'as pas toujours été très enclin à leur parler, et à juste titre, vu comment ils t'ont traité de longues années. Et puis par la suite, je pense aussi à Thierry Henry, Ribéry ou encore récemment Benzema. C'est quoi ton regard en fait sur ça? Qu'est-ce qui a créé ce conflit cette guerre froide entre guillemets entre les médias et toi? Est-ce que tu penses qu'il y a un problème des médias français envers les sportifs français? Alors, je ne sais pas s'il y a un problème des médias français envers les sportifs français, mais en tout cas, il y a un problème des médias envers des
des sportifs qui ne veulent pas forcément parler aux médias. Alors je m'explique, dans le sport, il y a beaucoup de sportifs. Et généralement, pour la plupart, on va dire, c'est 99% des sportifs qui parlent à la presse. Et quand il y a ce 1% qui ne parle pas, c'est-à-dire que pour moi, je fais partie de ces 1%, la presse et les médias en général n'ont pas accepté. Alors qu'il fallait juste accepter qu'il y ait peut-être un joueur qui ne parle pas. Et je ne peux pas expliquer pourquoi il y a eu justement cette image. Enfin, je peux l'expliquer, en même temps, je ne l'explique pas. Mais cette image-là, elle est partie du principe où si tu ne fais pas ce que eux veulent, eh ben, attends-toi à être critiqué. Et c'est ce qui s'est passé pendant pratiquement toute ma carrière. Moi, je suis un footballeur. Quand j'ai commencé le foot, c'était jouer au football avant tout. C'était pas pour parler à la presse, c'était pas pour devenir fameux, c'est pas pour devenir une star et pour être dans les journées tous les jours. Il y a d'autres qui aiment ça. Il y en a qui n'aiment pas. Je fais partie de ceux, des rares joueurs qui n'aiment pas parler à la presse et qui n'aiment pas être dans les journaux. Et le fait que je n'ai pas voulu justement faire comme tout le monde, bah, j'ai été critiqué pour ça. Et ça a duré tout au long de ma carrière. Tout au long de ma carrière, j'ai eu une étiquette de, entre guillemets, bad boys, alors que non, c'est faux. Quand j'ai commencé au PSG, très tôt, on m'a dit moins tu parles à la presse, mieux c'est. C'est ce que j'ai essayé d'appliquer. Ah, donc on t'a donné quand même ce code, entre guillemets, de fais attention, protège-toi. Il faut toujours se protéger. Donc moins tu parles, pour moi, tu as moins de chances de faire des erreurs ou de dire des conneries, tu vois. Comme je t'ai dit la dernière fois quand on parlait, quand je parle, je ne me trouve pas parfait. J'aime pas ma façon de m'exprimer. Et donc, en plus du fait que je n'aime pas parler à la presse, j'aime pas comment je parle. Tu vois. Donc, je m'exprime le moins possible et j'essaie de faire ce que j'ai à faire sur le terrain. Et pour moi, c'est le plus important. Il y a des joueurs qui veulent parler, il y en a plein qui me remplaceront ça c'est clair. S'ils veulent parler. Et moi j'ai essayé justement d'appliquer au mieux possible ce qu'on m'avait dit très tôt quand j'ai commencé au PSG. Moins tu parles, mieux c'est. Et on voit le résultat. On voit qu'en fait, même si tu ne parles pas, la presse et les médias parlent pour toi et non seulement tu vas être critiqué, non seulement ils te mettent une étiquette et en plus de ça elle t'invente une vie. Tu rentres dans un jeu. C'est-à-dire que si tu parles, enfin s'ils parlent sur toi en négatif ou s'ils se racontent des conneries sur toi et ta vie ou sur ton style ou sur tout ce qu'ils veulent inventer ou dire. Si toi, tu réponds à tout ce qui est dit sur toi, en fait, c'est un jeu. Ils gagnent le jeu. Tu commences à répondre, tu sais que tu rentres dans le jeu et c'est pas forcément ce que je voulais faire. Ouais, ok. Comment tu perçois la façon dont ils ont traité Benzema pendant de longues années, jusqu'à même après la Coupe du Monde, ou pendant la Coupe du Monde, où il y a encore eu, au final, des gros titres? Pour moi, c'est du déjà-vu. Il y a eu ça avec moi, il y a eu ça avec Ribéry, il y a eu ça avec Thierry Henry de façon différente, mais il y a eu ça à l'époque, ça a déjà existé. Hein. Je pense que lui, de son côté, il a fait ce qu'il fallait faire en fait. Il était au Real Madrid, l'un des plus grands clubs au monde. Il fallait qu'il fasse le taf sur le terrain. Il a répondu présent sur le terrain. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu es bon sur le terrain, ils vont toujours trouver des choses à dire, positives ou négatives. Et à ce niveau-là, il faut accepter. Donc, j'étais pas surpris de tout ce qui s'est passé. Mais comme je l'ai dit juste avant, il a fait le taf sur le terrain et c'est le plus important. Est-ce que c'est comme ça dans tous les pays où tu as pu jouer?
Ou est-ce que c'est vraiment quand même un problème propre à la France? Parce que j'entendais Ribéry dire aussi la même chose, dire que lui en France, il s'est fait critiquer, alors qu'en Allemagne, il était adulé. Ouais. Benzema, tu en as parlé, c'est pareil. À Madrid, la presse espagnole l'a souvent encensé plutôt que critiqué. Pourquoi, une fois de plus, chez nous, on n'arrive pas en tout cas, où on fait de l'amalgame? Franchement, j'ai pas la réponse. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de grandes stars du football qui ont été critiquées ces 10 dernières années. Je sais pas, c'est peut-être un kiff pour eux de cracher sur la réussite de la banlieue, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Je vois que, enfin, je pourrais l'interpréter de cette façon-là. C'est souvent des gens, des joueurs issus des milieux un peu défavorisés qui sont critiqués. Mais encore une fois, le plus important, c'est de parler sur le terrain. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et je pense qu'on l'a bien fait. Ouais, vous l'avez bien réussi. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit juste avant aussi, il y aura toujours des critiques, donc il faut accepter. Du coup, je vais fermer le sujet média parce qu'on va pas s'éterniser là-dessus, mais alors là, c'est en faisant un parallèle en plus à la justice. Il y a quand même a priori un des fondements de la justice, c'est la présomption d'innocence. Et on a pu voir qu'à la fois avec le cas Benzema, dans son cas qui a été amené en justice et pour lequel il a été disculpé, et dans l'affaire récente de Benjamin Mendy, du coup, une fois de plus, des médias qui s'acharnent, qui s'empressent de condamner, et tout ce que ça comprend, c'est-à-dire non seulement tu condamnes l'athlète, mais du coup tu salis sa famille, tu salis... Ouais. Il y a beaucoup de choses ça fait des dommages collatéraux au final. C'est quoi ton regard une fois de plus sur ça? Parce que, excuse-moi, du coup, avant de te lancer, quand je vois quand dans le handball à l'époque, Nicolas avait eu une affaire un petit peu où il avait été mis en danger au niveau juridique, mais pour le coup, la fédé de handball le laissait jouer, il avait encore le droit de jouer, et tant qu'il n'était pas jugé, il était innocent, et il n'y avait pas d'histoire. Mais dans d'autres sports, ça ne fonctionne pas pareil. De poids et de mesure. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend ce que tu fais. Peut-être que pour eux, le handball, c'est... un sport plus noble. Ouais. Mais pour répondre à ta question, aujourd'hui, le plus important pour les médias, c'est de sortir la news la plus rapidement possible. C'est pas forcément de sortir la vérité. Donc ce qu'ils ont dit sur Benjamin, c'est le reflet de tout ce qui se passe ces 10 dernières années, tu vois, avec même mon problème de l'équipe de France en Coupe du Monde, tu vois. Ça, c'était incroyable, ça. De titrer ce qu'ils ont titré en une. De savoir si c'est la vérité ou pas. Déjà, fais une enquête. Assure-toi que ce que tu vas écrire, c'est vrai. Mais parce que ça a été confirmé, alors bien après, mais que c'était jamais ce qui s'est dit. Non, ça jamais... Mais même pour le coup, le coach en question, il a mis du temps avant de parler. En vérité, le coach, il n'a pas mis du temps. Les gens ne savent pas, mais le coach, quand il y a eu comment dire, pas le procès, mais parce qu'avant le procès, il y a déjà eu un rassemblement de toutes les infos, tu vois, de ce qui s'était passé en Coupe du Monde. Et le coach avait dit qu'il n'était pas sûr des mots qui étaient écrits dans la presse. Tu vois. Mais comme ça ne les arrangeait pas, ils n'ont pas donné l'info. Ils n'ont pas... ils sont allés dans pas diffusé. Ils ont voulu faire du sensationnel. Ils n'ont pas diffusé l'info et en plus de ça, ça les arrangeait. D'avoir un bouc émissaire comme ils adorent avoir un bouc émissaire. Chaque fois qu'il y a une compétition qui ne marche pas, tu vois. Donc on peut dire que oui, 8 ans après, il l'a dit à la télévision. Mais en vérité, quand on regarde les résultats de l'enquête, il avait déjà dit que ce n'était pas les mots que j'avais dit. Mais il n'y avait pas eu de diffusion de cette info-là. Après, comme j'ai dit juste avant, ce qui est recherché aujourd'hui, c'est de sortir l'info le plus rapidement possible sans savoir si c'est la vérité. Et quand tu regardes toutes les fake news qu'il y a aujourd'hui, on est dedans. C'est incroyable. Alors Nico, dis-moi, le foot aujourd'hui, tu regardes de près, à distance ou plus du tout?
Je regarde à distance. Je suis un peu obligé de regarder parce qu'il y a mon fils qui me dit qu'il y a des matchs de foot qui passent à la télévision tous les samedis, dimanches, lundis, mardis, tous les jours de la semaine. Mais sinon, c'est vrai que j'ai passé 2 années, quand j'ai déménagé à Dubaï, j'ai passé 2 années ou même 3 à ne pas regarder un seul match de foot. Aujourd'hui, je suis un peu obligé parce que justement mon fils doit regarder les matchs de foot, mais sinon, c'est vraiment de loin. Alors, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent que tu aurais pu avoir une carrière encore meilleure que celle que tu as eue. Pour le coup, c'est sans penser que tu as toujours été le plus gros transfert, en tout cas à l'instant T, partout où tu as été transféré à l'époque. Du coup, si c'était à refaire, tu changes quelque chose ou pas du tout? Non, parce que j'ai fait la carrière que je voulais faire en fait, tout simplement. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent, et ceux qui pensent que j'aurais dû faire une meilleure carrière, il fallait qu'eux ils prennent leur crampon, qu'ils fassent une meilleure carrière que la mienne, simplement, tu vois. J'ai fait la carrière que j'ai voulu faire. J'ai fait les choix que j'ai voulu et que j'ai dû faire aussi, parce qu'il y a des choix que j'ai dû faire en fonction des situations qui arrivaient sur le moment, tu vois. Quand je passe dans les clubs qui sont un peu moins huppés, c'est pas une volonté, c'est qu'il y a des portes qui étaient fermées et que j'ai dû passer par là pour remonter, tu vois, tout en haut du sommet. Donc et ça, c'était aussi par rapport à mon caractère et par rapport à des choses qui se sont passées, peut-être avec des entraîneurs, peut-être avec des clubs. Tu sais, dans le football, c'est pas la vie en rose, tu vois. C'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des situations qu'on n'arrive pas, ou qu'on a du mal à gérer. Il faut faire des choix à certains moments. J'ai fait certains choix, j'ai pris certaines décisions. Et je suis très satisfait de ma carrière, de ce que j'ai fait, des trophées que j'ai gagnés. À la fin de ta carrière, quand tu regardes ce que tu as fait, soit tu es content, donc satisfait de tout ce que tu as pu faire dans le football, soit tu es aigri, et quand tu refermes le bouquin, le livre, tu as de l'amertume, tu vois. Et moi, pour le coup, je suis pleinement satisfait de tout ce que j'ai fait. Il y a eu des hauts et des bas, ça fait partie de la vie. C'est comme ça que j'ai accepté. Et aujourd'hui, quand j'ai fermé le livre et je regarde tous les clubs dans lesquels j'ai évolué et ce que j'ai fait, je suis content, et je peux regarder maintenant mon fils évoluer tranquillement. Du coup, dans cette magnifique carrière, il y a un autre truc que tu as fait très tôt et pour lequel tu es un précurseur une fois de plus. Au-delà du fait de commencer à 16 ans au PSG, tu fais partie de cette première génération de joueurs, si ce n'est pas le premier en tout cas en France, à avoir travaillé avec tes frères. Tu vois, aujourd'hui, dans le monde des agents, c'est devenu presque classique. On voit que Mbappé est accompagné par ses parents, Rabiot sa maman, on a vu Neymar avec son père, Messi avec son père. Voilà, c'est quelque chose qui se fait depuis de longues années, même outre-Atlantique aux États-Unis, LeBron James avec son pote Rich Paul et tout. Mais toi, tu as fait ça en 96-17, il y a 26 ans. C'est quand même avant-gardiste. Pour moi, je pense que c'était logique. Mon frère était bon en comptabilité, dans les finances. Donc au niveau des contrats, je peux lui faire confiance, tu vois. Ouais. Et j'avais un autre frère qui était semi-pro au PFC. Donc pourquoi aller chercher un étranger en qui tu n'as pas forcément confiance? Ça, pour moi, c'était tellement logique, tu vois. Et ça a déplu parce que justement, quand tu es toujours le premier, tu es toujours le cobaye. Premier dans ça, premier dans le fait d'être parti à l'étranger et d'avoir signé son premier contrat pro à l'étranger en tant que jeune. C'était compliqué à l'époque de faire accepter ça au club, compliqué de faire accepter ça aux dirigeants, et j'ai payé pas le prix fort parce que j'ai quand même réussi à le faire. Mais voilà, je sais que à cause de ça, j'ai eu une mauvaise image, mauvaise pub. Mais malgré tout, j'ai continué à le faire parce que pour moi, c'était la suite logique.
Alors, j'aimerais parler de l'équipe de France juste sous un autre angle. Parce qu'on sait que tu as un rapport à l'équipe de France qui est particulier. Je t'ai entendu à plusieurs reprises en parler. Le maillot bleu, il a toujours été particulier. Est-ce que pour toi, c'est plutôt une distinction personnelle, c'est-à-dire le fait d'être appelé en équipe de France, c'est parce que tu fais partie des meilleurs, au final? Ou est-ce que c'est vraiment un truc, un challenge de se dire non, il faut que je joue avec le bleu, blanc, rouge? Moi, je pense que c'est plus une distinction personnelle parce que quand tu es pris en équipe de France et que tu es pris dans une liste de 23, tu fais partie des 23 meilleurs joueurs de France. Donc sur, on va dire 70 millions, il n'y a pas 70 millions de joueurs, mais 70 millions de personnes. Voilà. En France, il y a 23 joueurs qui jouent en équipe de France, voire, allez, vas-y, 30 qui jouent en équipe de France dans une liste et t'en fais partie. C'était beaucoup plus ça que porter le maillot français, parce que comme tu l'as dit, j'ai toujours eu des difficultés avec la mentalité. C'est pour ça aussi que je suis parti très très jeune en Angleterre. J'ai plus préféré la mentalité anglaise que la française, et donc j'avais des difficultés justement avec ce maillot, parce que je me retrouvais pas avec les, tu vois, la vibe, la mentalité, ouais, la mentalité, les supporters, la façon de penser, et j'avais plus des facilités avec les Anglais. Et voilà, donc c'est triste parce que quand tu regardes les résultats enfin mes stats en équipe de France, et tu t'aperçois vraiment que c'était vraiment réel, c'était vraiment un frein pour moi. Parce que je crois que j'ai marqué 14 buts en équipe de France, 12 à l'extérieur. Tu vois, normalement, quand tu joues en équipe de France et que tu marques 12 buts à l'extérieur, généralement, pour un joueur qui joue, on va dire 70 matchs, t'as au moins le double à la maison. À la maison. Tu vois, je n'ai marqué que 2. Ouais. Tu vois, donc, tu vois. Mais c'est marrant parce que, je fais une petite parenthèse, mais moi qui suis issu du basket, ça a toujours été la même chose pour moi. J'ai le sentiment d'avoir été meilleur joueur à l'extérieur qu'à domicile. Il y avait un truc galvanisateur d'aller jouer chez les autres. Je ne sais pas pourquoi. Limite, j'avais presque la pression de jouer chez moi, pas une pression de peur, mais d'envie de bien faire devant tes gens, ton public, tes potes, qu'au final, tu fais n'importe. Moi, ce n'était pas une peur, c'est que comme je suis parti tôt, je ne m'identifiais pas trop à la mentalité. Tu vois. J'étais parti très tôt en Angleterre, donc pour moi, c'était jouer à Arsenal. J'avais prouvé à Arsenal en D1. Je n'ai pas trop joué en France avant ça, et quand je revenais, c'était tellement différent que pour moi, c'était difficile. J'appartenais pas à... C'est comme si j'étais pas français, en fait, tu vois. Et c'est pas pour dire que je ne suis pas français, tu vois. C'était quand même une fierté de porter le maillot. Ouais. Mais voilà, il y a toujours eu un frein qui fait que ça n'a pas été j'avais pas été un joueur on va dire, j'ai pas donné 100% de ce que je pouvais démontrer sur le terrain en équipe de France. Après, ça doit pas être facile, dans le sens où il y a eu à quelques reprises, soit on t'a pas sélectionné, à l'époque où à Arsenal, tu étais le meilleur attaquant français, point trait, soit des fois on t'appelle en 2e, 3e, 4e roue du carrosse, alors que les mecs devant toi, excuse mon langage, mais ils s'étaient éclatés au sol. Donc au bout d'un moment, je peux comprendre qu'en tant qu'athlète, tu te dis, mais attends, est-ce que tu vas avec le cœur en disant je vais prouver, ou est-ce que tu vas en reculant en disant il manque de respect presque? Donc pour moi, ça se comprend. Oui, je le comprenais d'autant plus que il s'était passé beaucoup de choses aussi avec mon départ du PSG pour Arsenal. Et comme j'étais le premier et qu'il y a eu beaucoup d'histoires après moi, puisque j'étais le premier à partir, et beaucoup m'ont suivi. Et c'était mauvais pour l'image de la formation française. Je sais que ça n'a pas été vraiment accepté par les DTN et par la fédération. Et donc tout ce qui s'est passé après ça, c'est aussi dû à mon transfert très, très jeune en Angleterre. Et donc je l'ai accepté en fait. C'est marrant parce que ça me rappelle un peu, pour faire le parallèle au basket à nouveau, à Tariq Abdoulouad, que j'ai reçu
dans un précédent épisode où il me disait justement que lui, c'est un peu la même chose. Tu sais, il est le premier Français drafté en NBA. Il a joué en NBA, parce qu'il y a eu un gars drafté avant lui. Lui, il a joué, il a eu un vrai rôle, il a fait une vraie carrière avec un vrai contrat. Et aussi précurseur un peu à ton image, où il est parti très tôt de son centre de formation d'Évreux vers la fac, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Et quand il rentre jouer en équipe de France, ce qu'il me disait, c'est que, tu sais, c'est limite, t'es pas le bienvenu, quoi. Ouais. T'es pas le bienvenu. Les médias titrent le gang des chaussettes hautes parce que lui, Moussonko et Makan Djoumassi décident de lever leurs chaussettes à la... Je sais plus qui, un ancien joueur, en hommage à un ancien joueur des Lakers qui faisait ça, tu vois. Ouais. Mais cette façon d'accueillir nos talents, voire nos stars, parce que on a une façon de les traiter où tu te dis au bout d'un moment, moi il me disait, tu vois, Tariq il me disait, moi je rentrais limite en équipe de France pour être avec mes potes, ouais, pour jouer avec Moussonko, pour jouer avec Makan, tu vois, c'était un... Et au final, même, il me disait, sa femme, elle lui disait, mais pourquoi t'es reparti là-bas? T'aurais jamais dû repartir, en fait. Parce qu'il y a une déconnexion entre ton parcours, ce que tu as vécu et ta mentalité aux États-Unis et l'équipe de France. Donc, c'est un petit peu ce que tu as dû vivre toi aussi en partant tôt dans un pays anglo-saxon, l'Angleterre, après ensuite l'Espagne, machin. Les mentalités, elles n'ont pas dû se retrouver au final. C'est exactement ça. C'est le feeling que j'avais quand chaque fois que je revenais en équipe de France. Comme Tariq, comme il a dit, il revenait pour voir ses potes. Moi, j'étais content de revoir les potes avec qui j'avais grandi. Parce que tu vois, généralement, tu es en équipe de France en jeune, après tu grandis et tu retrouves certains joueurs en équipe de France A, tu vois. Mm. Mais il y avait ce décalage avec tout ce qui était coach, les gens de la fédération, les DTN de la fédération et le public qui fait que, en fait, je kiffais pas. Y a-t-il une autre époque que la tienne dans laquelle tu aurais aimé jouer au football? Non, j'ai kiffé mon temps. J'ai kiffé ma période avec des grands joueurs que j'ai vu passer, des joueurs dont R9 qui était mon modèle, que j'ai vu passer aussi. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai vécu dans le football, j'ai kiffé. Quand je regarde la génération actuelle et je vois un peu tout ce qui se passe, franchement, je me dis j'ai eu de la chance quand même de vivre ça, ouais. Ouais, de vivre dans la période dans laquelle j'ai évolué dans le football, parce que je pense que j'aurais eu des difficultés à vivre cette période là maintenant, avec tout ce qui est réseau, médias où tu as beaucoup d'obligations, ouais. L'image où tu dois être vraiment lisse, sinon tu n'as aucun sponsor et tu es mal vu. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui me plaisent pas. Et donc, pour répondre à ta question, non, je ne changerai rien au niveau de ma carrière et ni au niveau de la période dans laquelle j'ai évolué. Tu as quand même joué avec et côtoyé des sacrés noms. Alors certes, t'as pas joué avec lui, il me semble, mais tu as été dans la même époque que R9, mais tu as joué avec un mec comme Ronaldinho, ouais. Qui, moi, derrière ma télé, il m'a fait vibrer comme on m'a rarement fait vibrer dans le football. Tu as côtoyé des Zizou, enfin, c'est vrai que c'était une sacrée époque de football. Il y avait des super joueurs, en vérité. Quand tu regardes aujourd'hui, un joueur qui va faire une saison, on va lui donner une étiquette de joueur extraordinaire, alors que un joueur extraordinaire, c'est un joueur qui fait 10-15 saisons au top, tu vois. Aujourd'hui, ça va très très vite. Tu peux arriver très vite en haut, comme tu peux redescendre aussi vite, tu vois. Mais c'est vrai qu'à mon époque, il y avait des super joueurs et il y avait beaucoup de concurrence, beaucoup plus de concurrence, en tout cas en plus à mon poste. Aujourd'hui, pour trouver un numéro 9, il y en a de moins en moins, ouais. Parce qu'on a été bercé, enfin la nouvelle génération a été bercée par le Cristiano Ronaldo et Messi. Et donc tous les jeunes qui commencent ou qui ont commencé dans la nouvelle génération à jouer au football se sont identifiés à Messi et Ronaldo. Et Messi et Ronaldo, ce sont deux joueurs offensifs, mais pas attaquant numéro 9. Donc moi, mon poste, quand moi j'ai évolué,
et beaucoup de numéro 9 parce que c'était le poste qui marquait des buts. Et Ronaldo et Messi ont changé la donne. La donne. Et donc du coup, tous les jeunes se sont identifiés à Ronaldo et Messi et ont commencé à jouer soit à gauche, enfin ont voulu commencer à jouer au football soit ailier gauche, soit ailier droit. Et donc le football a complètement changé par rapport à ça. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait beaucoup de concurrence à mon poste, puisque comme le numéro 9 était identifié au but et qu'aujourd'hui le numéro 9 est identifié à celui qui va créer l'espace plus que celui qui va marquer les buts, eh ben, c'est un football qui a changé, c'est une façon de jouer qui a changé. On voit avec Guardiola aujourd'hui la façon dont il utilise sa tactique avec beaucoup de changements dans le match. Dans le match, ouais, en plein match. Ouais. Le football, il a évolué. Il a évolué complètement. C'est pas comme je dis encore juste avant, c'est pas un football que j'aime. J'ai kiffé le football à l'ancienne et j'ai kiffé surtout le football à l'ancienne en Angleterre. Ok. Tu as évoqué les noms de Messi et Ronaldo qui ont gagné multiples ballons d'or, de nombreux ballons d'or l'un et l'autre. Tu as côtoyé Ronaldinho. Là, c'est une question purement, c'est moi pour savoir. On m'a toujours dit, j'ai toujours entendu, Ronaldinho, s'il avait été sérieux, il aurait pu avoir 10 ballons d'or. Tu confirmes ou pas? Il aurait pu avoir plusieurs ballons d'or, oui, mais tant qu'il y avait R9 sur le terrain, je pense que c'était impossible pour lui de les gagner. Ouais. Pour moi, R9, c'est le joueur offensif le plus complet qui a existé dans le football. Parce que déjà, c'était un numéro 9, donc pour ceux qui connaissent le foot, sachant que le numéro 9, c'est le poste le plus difficile, on est de dos. On est dos au but, on reçoit le ballon dos au but. Généralement, il y a toujours 2 défenseurs derrière toi sur ton dos qui t'empêchent de te retourner. En tant que numéro 9, moi-même, et j'ai vu évoluer beaucoup de numéro 9, dont R9, pour voir ce qu'il a fait en tant que numéro 9, pour voir ce qu'il a, les dribbles effectués, les buts marqués. Je crois qu'il a marqué pratiquement 80 buts en dribblant le gardien de but. Tu vois, donc c'est ce qui est énorme, tu vois. Incroyable. Les gestes qu'il faisait, non, c'est hors norme. Pour moi, c'est le seul joueur, seul numéro 9 à avoir marqué l'histoire comme ça. Et pour moi, c'est le meilleur numéro 9 de tous les temps. Et pour répondre encore à la question, s'il était là à 100% sans ses blessures et que Ronaldo était là même à 100%, je pense que R9 allait prendre tous les ballons d'or, mais c'est vrai que Ronny, c'était aussi quelque chose, mais c'est un poste complètement différent, Ronny. C'était une magie, moi quand je le voyais jouer, c'était la magie. C'était une magie, parce qu'il jouait au milieu de terrain, donc c'est plus facile de faire ce qu'il a fait en tant que numéro 10 ouais. Au milieu de terrain, que de faire ce que R9 a fait en tant que numéro 9. Ouais. Quand tu es numéro 9, tu dois tout faire rapidement. Ouais. Quand tu es numéro 10, bon, tu n'es pas devant le but. T'es pas dans les 18 mètres. Donc, tu as plus le temps de faire des choses que quand tu es numéro 9. Quand tu es numéro 9, tu as un temps d'action réduit. Il faut te retourner, il faut fixer. Il faut fixer. Tu prends la décision, il faut aller à droite ou à gauche. Et en plus de ça, derrière, il faut marquer le but. Ouais. Parce que numéro 10, tu peux marquer, oui, mais tu peux faire marquer. Ouais. Numéro 9, on te demande de marquer des buts. Ouais. Et si tu ne marques pas, on te critique. Ouais. Tu vois. Donc pour moi, le numéro 9 par excellence est le meilleur joueur au monde de tous les temps. Hein. Je peux te le comparer à Pelé, je peux te le comparer à Maradona, à Cruyff, à Van Basten, à Cristiano Ronaldo ou à Messi. Mais il est largement plus fort qu'eux. Par rapport à tout ce qu'il a fait, pour moi, il y a lui, tu vois, il y a lui et il y a les autres. Ouais. Eh ben, tu sais quoi, je vais aller le chercher dans Disrupteur. Parce qu'il faut que je m'asseye avec R9. S'il faut, on ira le faire à Rio, El Phénoméno, mais il faut que je le voie. Il faut que je m'asseye avec lui et qu'il réponde à mes questions aussi. Alors, du coup, il y a un truc qui m'interpelle un petit peu. J'ai entendu dire que le tennis, c'est ton sport préféré. Ouais. Et même avant le foot, apparemment. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu joues au foot plutôt qu'au tennis?
Le tennis, c'est un sport de riche, en vérité. Le tennis, c'est vraiment un sport de riche. C'était compliqué pour un jeune de banlieue d'acheter des raquettes, de faire le cordage, d'acheter les balles. Tu vois, quand tu joues au foot, tu as une paire de chaussures à acheter. Les équipements sont fournis au début de la saison et tu n'as rien à acheter derrière, tu vois. Donc, effectivement, j'ai aimé le tennis avant le football parce qu'il y avait André Agassi. Ah ouais. J'étais très fan de ce joueur-là. Donc je le suivais un peu dans son parcours. J'ai beaucoup suivi, j'avais beaucoup de pression à chaque fois qu'il jouait, tu vois. Et mon frère déjà était fan de lui. Et donc j'ai suivi ce jour-là à travers aussi mon frère parce qu'il me l'a fait découvrir. Donc j'étais un peu forcé de le suivre aussi. Donc je l'ai kiffé, j'ai kiffé son style, son swag, il avait son jean craqué, son style vestimentaire, sa façon de jouer, parce qu'il avait aussi une façon atypique, ses hauts et ses bas, tu vois. C'est ça aussi que j'ai kiffé, c'est qu'il n'était pas parfait. Il a été en haut, et après il était en bas, après il est revenu, et il était différent des autres. Et en fait son style différent a fait que c'est pour ça que j'ai kiffé ce jour-là, c'est pour ça que j'ai kiffé le tennis. Et malheureusement je ne pouvais pas faire ce sport-là parce que voilà, ça demande beaucoup financièrement. Je viens de la street, t'as vu, on n'est pas. Et puis mon frère aussi il joue au foot, donc j'ai voulu aussi par la force des choses faire ce que mon frère faisait. Enfin, mes deux frères à l'époque faisaient du foot, et après il y en a un qui a fait de l'athlétisme, mais j'ai suivi aussi mon frère et c'était plus simple à faire que de faire du tennis. Du coup, pour toi, c'est un peu incompatible en fait, banlieue et tennis. Je dis ça parce que il paraît que la région, le bassin de l'Île-de-France, c'est l'un des plus gros viviers au monde avec celui de Sao Paulo, de mémoire, qui sort le plus d'athlètes de haut niveau dans, tous sports confondus, qui produit le plus de footballeurs évidemment. Et je me demande, est-ce qu'on n'est pas à même si on exploitait ça pour le tennis, est-ce qu'on n'obtiendrait pas aussi, nous, des tueurs parce qu'on a le talent, en tout cas on a le vivier pour. Je pense qu'on a le talent, même pour un nombre très restreint de joueurs qui viennent de la street, puisque comme j'ai dit juste avant, c'est un sport de riches, donc il y a très peu de joueurs qui viennent qui sont issus de la banlieue, tu vois. Il faut avoir faut déjà être un peu aisé quand même pour commencer dans le tennis, mais on a le talent. Il nous manque un peu le mental, je pense. Tu vois, il faudrait trouver des joueurs qui sont peut-être un peu plus forts mentalement pour pouvoir réussir à gagner ne serait-ce qu'un tournoi du Grand Chelem, puisque c'est pas arrivé depuis Yannick Noah. C'est fou ça, 40 ans. Jamais fait avant lui, jamais depuis. Après. Ouais. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable comme tu dis, et je pense qu'il y a le vivier, il y a le talent, il manque juste le mental pour pouvoir réussir à faire ce challenge-là, parce que c'est vrai que gagner seulement un tournoi du Grand Chelem en tant que Français, quand tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs français qui ont été talentueux, qui sont passés, tu vois, on parle de mon fils, on parle à l'époque, Forger, Henri Lecomte, je vais en oublier plein, tu vois, mais il y avait grave du talent, et je pense que ce qui a manqué, c'est le mental. Alors après, on ne peut pas l'expliquer, tu vois, parce que tu peux dire que c'est parce que ça ne vient pas de la street, mais en vérité, c'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai. Ouais. Parce que quand tu regardes Federer, il ne vient pas de la street. Tu vois, il n'y a que Djokovic, on va dire, qui a un peu un mental de guerrier, parce que justement il a connu la guerre. Mais sinon Federer, Nadal, je pense pas non plus qu'ils viennent de la street. Donc c'est un problème mental. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas changer des choses, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'en France il y a le talent, il y a des joueurs talentueux qui sont passés. Il y a la qualité, tu vois, et il y a le vivier. Et il faudrait peut-être travailler sur cet aspect-là pour pouvoir trouver des tueurs à gages qui vont gagner des tournois du Grand Chelem.
Moi, je pense que c'est culturel. On a culturellement trop de confort. Et à bien des égards. Et je pense que ça empêche, du coup, quand on tombe dans le domaine du sport, certains athlètes de passer un palier des fois. Parce qu'on est tellement habitué dans un confort que se mettre hors de cette zone de confort, c'est difficile. Si c'est pas naturel. Tu vois, je vois, là, il y a la petite Coco Gauff, là, qui a gagné 19 ans aux USA, l'US Open. À l'instar des sœurs Williams, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas au final un business model à étudier, à se dire bon ben voilà, on a du vivier, on a un truc, sortir des potentiels athlétiques ou physiques peut-être, et essayer de les, comment dire en anglais, de les dog train, tu sais, d'en faire presque des robots depuis le plus jeune âge. J'ai presque à me demander, est-ce que c'est pas ça la méthode qui pourrait nous permettre d'avoir des champions en France? Je pense que ça pourrait être la solution, mais en tout cas aujourd'hui ils n'ont pas décidé de le faire. Donc c'est pour ça qu'à mon avis qu'on ne trouve pas encore de champion, tu vois. Le jour où ils vont décider de le faire, on n'a pas la réponse, on ne sait pas si ça marchera ou pas, mais en tout cas c'est essayer de le faire, pourquoi pas, tu vois. Je pense qu'on pourrait trouver un champion aujourd'hui qui vient pourquoi pas de la street et qui est aidé soit par la fédération ou soit par quelqu'un pour former un champion, tu vois. Du coup, tu parlais de Yannick Noah, tu as évoqué Noah et les 40 ans de son titre de l'Open de France. Du coup, j'ai pensé peut-être que ça serait intéressant de passer quelqu'un, alors pas au téléphone, mais via le iPad, qui a un petit message pour toi. Si toutefois... Salut Nicolas, écoute, on se connaît pas, mais en fait on se connaît. C'est ça qui est étrange. Écoute, à un moment où là, dans 1h30, je me retrouve sur un site, faites le mur pour le tennis dans les cités, dans un endroit que tu connais à Trappes. Et ce soir, je fais un concert à Trappes. Et voilà, la vie veut que je t'envoie ce message. Donc voilà le message que j'ai pour toi, petit frère. Quand est-ce que tu viens au village, à Yaoundé, je t'attends. Voilà. Tu vois, donc du coup, tu as une invitation le seul et l'unique vainqueur de Roland Garros chez lui au village Etoudi au Cameroun. Ça t'évoque quoi, du coup, déjà cette invitation, et puis surtout le fait qu'une fois de plus, il a été le seul à l'avoir gagné? Déjà, c'est un grand frère, c'est la légende du tennis français, puisque comme tu l'as dit, c'est le seul Français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. En plus de ça, c'est Roland Garros. Une surface spéciale, très difficile à gagner. Non, ça fait plaisir de le voir. Et donc, invitation avec plaisir à Yaoundé. Tu vois, je ne vais pas souvent en Afrique. La dernière fois que j'ai été, c'était au Sénégal. Mais non, c'est un grand... c'est une légende du tennis, c'est une légende du sport français, tu vois. Il a marqué une époque et c'est vrai que c'est triste de voir qu'avec tout le talent qu'il peut y avoir en sportif, notamment dans le tennis, qu'il n'y ait pas de joueur qui ait pu gagner après lui. Mais on espère que ça arrivera. Ça va revenir, espérons. Du coup, tu disais que tu allais en Afrique à plusieurs reprises. Tu as côtoyé de nombreux joueurs africains. Est-ce que y en a un qui sort du lot en particulier, une fois de plus dans le thème de la disruption, comme cette émission porte le nom Disrupters? Est-ce que tu as trouvé un mec parmi les joueurs africains que tu as côtoyés qui était vraiment... qui a cassé les codes, qui a changé le game lui aussi à sa façon? Alors j'en ai côtoyé pas mal, j'ai côtoyé Samuel, j'ai côtoyé Didier, j'ai côtoyé aussi Eladj Diouf. Ouais. Pour moi Eladj c'est vraiment un spécimen, c'est vraiment le gars qui est attachant, qui est marrant, qui tu as envie de traîner, tu vois. Et même si j'ai pas joué très longtemps avec eux, tu vois,
Et l'âge, et notamment avec quel âge, c'est le joueur qui va se détacher parce que voilà, il est vraiment spécial dans sa mentalité. J'ai apprécié le passage que j'ai fait avec lui à Bolton et j'ai apprécié jouer avec lui, tu vois. On a été sur le front de l'attaque de Bolton et c'est vraiment un personnage qui m'a marqué parce que c'était une période spéciale dans ma vie qui a fait que derrière j'ai pu retrouver aussi un gros club, tu vois. Et il fait partie des joueurs avec qui j'ai kiffé sur le terrain et en dehors, tu vois. Pas forcément les autres, tu vois. J'ai pas eu beaucoup d'amis en dehors du terrain. Mais lui, il en faisait partie parce que voilà, comme je dis, il est attachant, il est spécial. C'est un comique. J'ai pas mal de souvenirs avec lui. Et non, franchement, c'était vraiment spécial et c'était mortel. Je le connaissais pas avant d'arriver à Bolton. Et quand tu écoutais un peu les gens, tu savais que c'était un peu un foufou, tu vois. Un élément perturbateur. Ouais, exactement, tu vois. Mais c'est un kiff. Franchement, c'était un kiff de jouer avec lui. J'ai pris du plaisir, je te dis, à le connaître, à le côtoyer sur le terrain, mais aussi en dehors. Et c'est vraiment des super souvenirs. Okay. Du coup, on a évoqué le nom de Yannick Noah et suite au message aussi qu'il t'a fait, ça me rappelle un peu le parallèle. Yannick a son fils Joachim qui a joué en NBA de longues années, double All-Star. Et là, toi, tu es rentré de l'étranger, pour l'instant sur Paris, pour accompagner justement ton fils aîné notamment. Tu as 3 enfants, dont l'aîné vient de signer au PSG. Ouais. Du coup, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça, par rapport à l'accompagnement que tu donnes à ton grand dans le football? Donc on était à Dubaï comme tu as dit. Et donc par la force des choses, si tu veux que ton fils, lui il a déjà son rêve de devenir pro, de devenir footballeur, pro après le chemin est encore long, mais s'il veut réaliser son rêve au plus haut niveau, ça passe pas par Dubaï, tu vois. Dubaï c'était bien dans les académies en étant très très jeune, mais le réel football il est en Europe, donc il a fallu que je revienne en Europe pour que lui il puisse réaliser son rêve. Ouais. Passer son âge et son jeune âge et de le voir évoluer et ne pas réussir en étant à Dubaï, je m'en serais voulu, tu vois. Ouais. Parce que je sais que la réalité, c'est que le vrai football, il est en Europe. En tout cas, l'apprentissage est en Europe. Une fois que tu as la formation en Europe, derrière, tu peux aller un peu partout, tu vois. Et comme on était à Dubaï, il a fallu qu'on revienne sur l'Europe pour pouvoir faire sa formation. Donc là, il est en pleine formation. Il a un peu de retard parce que justement, ces années d'académie de Dubaï, c'est pas le niveau de l'Europe, tu vois. En France, en plus, le niveau de la France, il est super élevé. Les joueurs sont plus forts, sont plus costauds, sont plus rapides. Donc il faut qu'il apprenne, il est en apprentissage aujourd'hui, ça se passe bien, il a signé son contrat avec le PSG pour intégrer le centre de formation, donc il a signé 1 an. À la fin de la saison, on verra comment ça se passe. Il évolue tranquillement, tu vois, le football c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Donc aujourd'hui c'est pas le meilleur. Tu vois, il y a eu beaucoup de pubs parce qu'il avait signé et que c'était mon fils. Il y a beaucoup de fake news qui ont dit qu'il avait signé un contrat pro. Pour les gens qui connaissent le football, un contrat pro, c'est pas 14-15 ans, tu vois. Quand il a signé, il avait 14 ans. Entre-temps, il a eu 15 ans. Et donc, il est en apprentissage, il fait sa formation. Moi, je sais comment ça se passe le football et je sais que tu peux être dans les derniers en apprentissage au début et arriver premier, tu vois. Moi, pour une petite anecdote par rapport à mon parcours à moi, même s'il ne fera pas le même parcours, j'ai commencé à Trappes, donc j'ai signé au PSG. Quand j'ai signé au PSG, ils m'ont fait descendre de division. J'étais en PH à Trappes et quand j'ai signé au PSG, ils m'ont mis en district le premier match. Parce qu'ils pensaient que tu n'étais pas prêt ou que tu venais de Non, parce qu'ils ne me connaissaient pas en fait. Ouais. Donc le coach, comme il ne me connaissait pas, donc je venais de Trappes, donc ils m'ont mis au PSG. Et je venais juste de signer ma licence. J'avais intégré Clairefontaine, donc je n'avais pas les entraînements avec eux. Inconnu au bataillon, toi on va te mettre en district en fait parce qu'on ne connaît pas. Donc je fais mon premier match, je crois que j'étais éclaté.
Je fais mon deuxième match, je suis bon. Ils me font monter en PH. En PH, je fais un match, je crois que c'était contre le Red Star, je marque 3 buts. Le week-end d'après, ils me refont monter, tu vois. Et j'ai terminé la saison en DH. Donc au lieu de PH avec Trapp, j'ai terminé la saison en PH, en DH. Et j'ai fait 2-3 apparitions avec la première équipe, c'est-à-dire les nationaux. Ouais. Ça veut dire que quand j'ai joué la première saison au PSG, j'étais pas le meilleur. J'étais pas avec l'équipe qui était, enfin les 11 ou les 15 de départ qui étaient les meilleurs. Ouais. Ça, c'était à 13 ans. Savoir qu'à 13 ans, j'ai commencé en district, donc au début de la saison, j'ai commencé en district. Et 3 ans après, j'ai joué en D1 au PSG. Ouais, c'est allé. Tu vois ou pas? Ouais, c'est allé. Donc c'est pas un sprint, c'est un marathon. Souvent, tu démarres en bas. À l'arrivée, tu arrives, pas souvent, mais il y a certains cas qui arrivent à dépasser les autres, tu vois. Et j'espère qu'il aura ce parcours-là. Et c'est pas facile, hein. Pas facile pour lui. Il est en plus celui il est anglophone. Donc sa première langue c'est anglais. Sa deuxième langue c'est le français. Il n'a pas vécu ce que les mecs de son équipe de cité ont vécu, tu vois. Il n'a pas la même mentalité qu'eux. Tout ça, ça fait qu'il a un retard, tu vois, au niveau de son football. Il y a des petites épreuves à surmonter. Voilà, exactement. Et il préférait que ça soit, qu'il y ait au moins un mec qui parle anglais, tu vois, parce que lui c'est sa première langue. Et donc il est constamment dans le test. Mais ça fait partie de la vie, tu vois. Donc si tu veux réussir dans le football, c'est des épreuves. Ces épreuves-là, il faut les surmonter. C'est pas facile, mais franchement, il est content. Il a toujours le sourire. Il a envie de progresser, donc il progresse aujourd'hui en jouant avec des joueurs meilleurs. Et j'espère que l'année prochaine, ils le conserveront. Et j'espère qu'il signera dans un futur proche un contrat qui fait qu'il sera lié avec le PSG sur du long terme, tu vois. Pour pouvoir après être serein au niveau de son avenir, au niveau de la formation. Parce que là, entre maintenant et quand il aura 18 ans, 17-18 ans, c'est la formation. Après, s'il doit signer un contrat pro au PSG, il le signera, mais pour l'instant, on est focalisé justement sur sa formation, à se développer, et on verra par la suite. Et pourquoi le PSG ? Est-ce que parce que c'est ton club de cœur peut-être, ou est-ce que c'était la meilleure plateforme pour lui, pour son développement? Alors, en partant de Dubaï, il n'a pas atterri directement au PSG. Il a fait déjà un tour en Belgique, parce que ma femme est belge, donc on a vécu une année en Belgique, où il a joué au Standard de Liège, une saison. Ensuite, j'ai vu que le niveau de la France était meilleur qu'en Belgique, donc je l'ai fait bifurquer sur le club de Villejuif, donc un club amateur, bien pour qu'il sache que c'est la street, donc va te battre là-bas, tu vois, c'est chaud, va manger des pierres, va là-bas. Et donc il a fait pendant 1 an une saison où c'était pas facile, et il a su progresser aussi, et même physiquement et mentalement, tu vois. Et la 3e année, donc l'année dernière, il a évolué au PSG, donc il a fait une saison pour un peu se montrer. Tout n'était pas parfait puisqu'il s'est beaucoup blessé au début de la saison, mais après ça il a su justement montrer ses qualités. Il entame la 4e saison au PSG. Pourquoi le PSG? Parce que je suis parisien et que au niveau des centres de formation, c'est qu'il n'y a que le PSG en fait, dans la région parisienne. Sinon c'était aller dans un club ailleurs, mais comme il était déjà au PSG en fait l'année dernière on va dire en pré-formation, même s'il était avec l'assaut, en pré-formation, et qu'ils l'ont vu, donc pourquoi le changer? Et puis en plus de ça, il y avait son école, ses écoles. Lui c'est école anglaise. Donc tout est fait pour que c'est la suite logique. Pour qu'on reste sur Paris, parce que si demain tu vas soit à Montpellier ou à Lille ou je sais pas où, t'as peut-être pas la chance de trouver une école anglophone, tu vois. Écosystème autour de lui. Donc c'était une facilité pour nous et pour lui aussi, parce qu'il aime le PSG aussi, et parce que aussi j'ai des connaissances, j'ai des connexions, et que tout est plus facile pour tout en fait, donc PSG. Et du coup, si le petit arrive au plus haut niveau, et c'est tout ce qu'on lui souhaite bien évidemment, est-ce qu'il y a une chance qu'on voit un Nicolas Anelka papa agent
ou pourquoi pas une réunion même avec les tontons, les frangins, le clan Anelka? Bien sûr, c'est déjà le cas, tu vois. C'est normal que je m'occupe de mon fils. Ouais. J'ai évolué dans le football, je connais un peu tout ce qu'il faut faire, tous les contrats qu'il faut dans le foot. Au niveau du terrain, je connais aussi, sportivement, je connais. Donc c'est un peu normal, tu vois. Je veux le meilleur pour le fiston, donc je ne laisserai pas quelqu'un étranger s'occuper de la carrière de mon fils, ça c'est clair. Logique. C'est ce que mes frères ont fait quand j'étais jeune, et c'est ce que j'avais approuvé, tu vois. Ouais. Donc automatiquement, 20 ans après, si mon fils doit devenir footballeur pro, bien sûr que je vais m'occuper de lui. Puis là, c'est en mode 2.0, toi, tu as fait encore plus au final que tes frères, d'un point de vue sportif. Ouais. Donc, entre leur expertise de l'époque, votre expérience, votre recul sur la maturité de l'exercice, plus ta carrière et l'expérience emmagasinée, forcément, ça peut que le faire. En plus, il y a eu beaucoup de choses, le football a évolué. Beaucoup de choses se sont passées entre 2000 et maintenant 2024. Et c'est tout à fait normal que je sois derrière lui, quoi. Et en parlant justement de cette évolution du football, c'est bien puisque tu t'embrayes sur ma prochaine thématique. On a pu voir un Cristiano Ronaldo un petit peu critiqué quand il fait son move de partir en Arabie Saoudite. Là, on a eu une Coupe du Monde au Qatar récemment qui, a priori, en tout cas, moi, tous les gens que j'avais qui étaient m'ont dit que c'était l'une des, si ce n'est pas la meilleure organisation de l'histoire des Coupes du Monde. Même en termes de niveau de jeu, c'était quand même fort. La meilleure. Ben voilà, donc tu le confirmes. Et on voit aujourd'hui, justement, les pays du Moyen-Orient arriver comme un tsunami sur le foot actuel. On a vu que maintenant, cette année, on a plein de transferts vers l'Arabie Saoudite. Je pense à Benzema, je pense à Mané, je pense à Neymar, voilà. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ce nouveau paysage du football? Moi, je trouve ça super pour les joueurs. Tu vois, je sais que l'Occident n'est pas content, mais je trouve ça super pour les joueurs d'avoir une autre solution. Ouais. Il n'y a pas que le football en Europe, il y a aussi maintenant la possibilité, même si ça existait déjà avant, mais c'est vrai que l'Arabie Saoudite est arrivée avec une force financière incomparable. Tu vois. Incomparable. Et donc c'est très difficile de dire non. Et pour les joueurs, c'est bonus. Parce que demain, si tu n'arrives pas à trouver une solution avec un club en Europe, tu peux peut-être la trouver avec un club en Arabie Saoudite. C'est dans l'air du temps. Tu as vu, le football change, le monde change. Et il y avait une force qui était l'Europe avant, qui n'est plus trop forte aujourd'hui. Et ça a basculé sur l'Asie, voire les pays comme l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, les pays du Golfe comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, tu vois, qui arrivent aujourd'hui avec une puissance financière, comme j'ai dit avant, ça existait, mais là vraiment ils ont mis la deuxième vitesse, tu vois. On est passé dans une autre sphère, là, c'est stratosphérique. Et pour les joueurs, c'est mortel, parce que financièrement, c'est déjà un truc de fou, tu vois. Ça donne des salaires qui ne toucheront jamais dans leur carrière, tu vois. Et donc c'est très difficile de refuser. Il y a beaucoup de gens qui critiquent les choix des footeux quand ils partent à l'étranger, mais ces gens qui parlent ne sont pas dans la situation. Oui, mais comme 99% du temps, oui, les gens qui parlent sont sur un canapé et pas habilités à pouvoir ouvrir leur bouche. On en connaît plein qui sont à 1 500 € aujourd'hui, qui pourraient avoir une proposition à 10 000 €. Et il n'y a pas besoin de cogiter, c'est tout de suite signer le contrat. Donc non, c'est super pour les joueurs. C'est une opportunité justement de pouvoir rebondir ailleurs, tu vois. Et voilà, c'est quelque chose que tu ne peux pas refuser aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, dans une carrière de footballeur. Tu vois, il y a des gens qui ont, comme Fofana qui avait l'opportunité de jouer pour la première fois une Ligue des Champions, tu vois. Et il en parlait justement avant que ça arrive. Il dit voilà, peut-être l'année prochaine on va se qualifier pour la Ligue des Champions avec Lens. Ouais. Donc il se qualifie pour la Ligue des Champions, mais derrière il a un contrat de fou en Arabie Saoudite.
il a zappé la Ligue des Champions. Parce qu'il sait que voilà, ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est ça. Tu vois, donc il signe son contrat, il signe ses 15 millions d'euros peut-être par an, alors que peut-être à Lens, il allait toucher 1,5 million par an, tu vois. Et il sait que voilà, première année, il a déjà fait 10 ans de carrière à Lens, tu vois. Ouais. Et oui, c'est vrai, tu vas jouer la Ligue des Champions, mais en fait, quand tu finis le football, c'est pas la Ligue des Champions qui va te donner de l'argent. Ouais. Tu vois. Donc, il faut être aussi intelligent. Quand c'est une somme qui n'est pas loin, qui est proche de ton contrat qui est proposé dans ton club, à la rigueur que tu puisses te dire, bon allez, je garde la première proposition de mon club parce qu'il y a une Ligue des Champions, ça se comprend. Ouais. Quand c'est une somme qui est multipliée par 10, voire par 100, tu peux pas dire non, tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux pas refuser. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça va ramener ce fameux débat de est-ce qu'on joue pour les trophées, tu vois, aller dans des grands clubs, gagner des trophées, ou est-ce qu'on joue pour l'argent? Maintenant, c'est vrai qu'en tant que sportif, que compétiteur, tu as envie de gagner, tu as toujours envie de gagner. Moi, toi ou n'importe quel mec qui est parti sur un terrain, tu as envie de gagner. Mais tu l'as justement dit, le monde tourne tellement ces dernières années, et puis même le monde du sport avec ce qui se passe dans le sport, tu n'es jamais à l'abri. Tu peux avoir... je reprends le parallèle à la NBA que je maîtrise. Tu es en NBA, tu peux te faire trader à n'importe quel moment. On te dégage sans demander ton avis. Toi, tu as eu un cas un peu similaire à l'époque à Liverpool, il me semble. Exactement. Où tu arrives en cours de saison, tu joues super bien, tu as l'envie de rester, mais au final, on ne te conserve pas et on te fait rater des opportunités parce qu'on te fait galérer. Exactement. Donc aujourd'hui, la question, elle est légitime de se poser, est-ce qu'on joue pour le club et pour faire gagner une entité qui ne sera jamais... en dessous du joueur au final, ou est-ce qu'on sécurise l'avenir de sa famille et des siens, quoi. En 1980, on jouait pour ça. On jouait pour le club, on jouait pour l'image, on jouait pour j'aime le football et je pense pas forcément financièrement. En 2024, on joue juste pour l'argent. C'est un boulot comme les autres. Comme tu as dit, ça peut se terminer très rapidement. Donc tu prends tant que tu peux prendre. Parce que demain, c'est pas dit que t'es pas viré, c'est pas dit qu'il y a un nouveau joueur qui arrive et qui a les faveurs du président ou du coach, et tu peux sauter très rapidement. Donc tu prends ce qu'il y a à prendre, tu signes ton contrat quand tu peux le signer, derrière t'es tranquille, t'es sécurisé. Après, si tu veux, on parle. Secure the bag, comme ils disent les Américains. Après, si tu veux, on parle. Ouais. Mais d'abord, laisse-moi prendre. Et c'est tant mieux pour eux, tu vois. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, je pense que c'est ce que je conseillerais à mon fils, quoi qu'il arrive. Bon, Nico, tu m'as fait quand même rêver. Je le dis honnêtement, j'assume pleinement avec ce que j'appelle tes actes, tes faits d'armes. J'en ai 2-3 comme ça qui me viennent en tête que je vais évoquer. Et tu me remettras dans le contexte si tu es OK, mais... par exemple, cette convocation en équipe de France en 2000, à l'époque de Gérard Rouillet. 2004 ou 2003 ou un truc comme ça, ouais. 2005. T'étais en pleine bourre, tu fais une grosse saison. De mémoire, c'est Gérard Rouillet qui est coach de l'équipe de France. Ouais, j'étais à Liverpool à ce moment-là. C'est même pas ça, je crois que j'étais à City à ce moment-là. Je marquais mes buts quoi qu'il arrive. Tu marquais tes buts, tu dominais, on t'appelle, on te convoque, tu leur dis oui. Du coup, ils sont contents, ils t'attendent. Tu arrives le soir à Roissy et changement d'ambiance. Ouais, en fait, ils m'ont appelé parce qu'il y avait un blessé. Tu vois, donc à la base, dans la liste des 23, je suis pas pris. Et donc j'accepte, tu vois. Et il y a un blessé et on m'appelle pour me demander si je suis OK pour venir. Et à la base, j'étais pas OK parce qu'à la base, je devais être en équipe de France. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais, t'aurais dû être dedans. J'aurais dû être dans la liste des 23, direct. Et le fait de passer après un joueur qui devait pas être devant moi, bah, j'ai pas accepté. Après, je dis pas que c'est bien ce que je vais raconter. Je veux pas dire que c'est vrai. C'est un truc qu'il faut faire pour la nouvelle génération qui vont peut-être voir la vidéo, tu vois. Mais c'est moi.
Ça n'engage que moi et c'est ma vision des choses et c'est comme ça que moi je voulais que je réagissais et que je voulais réagir. Et je dis pas que c'est à faire. Donc quand on m'appelle pour me demander si je veux venir, je dis oui parce que je sais que ça va être diffusé. Si je dis non directement, je sais qu'ils vont étouffer l'affaire et ils vont pas dire qu'ils m'ont sélectionné et que j'ai refusé. Et donc je dis oui en sachant que ça va être diffusé dans la presse. Donc quand on me parle, on me demande si je veux venir, je dis ouais, pas de problème, t'inquiète pas, je veux venir. J'attends que ça soit diffusé dans la presse. Et au moment que c'est diffusé dans la presse, je sais que ça y est, c'est fini. Ça y est, on peut plus repartir. L'histoire elle est partie dans la presse. Anelka est sélectionné en équipe de France. Et donc c'est à ce moment-là que quand la news est diffusée partout, je monte une conférence de presse. Je crois que c'était à Orly, à Orly. Et donc je fais venir la presse et je dis que je refuse la sélection parce que pour moi, j'ai pas à être passé après un tel ou un tel. Pour moi, je méritais la sélection et je n'ai pas de goût pour porter le maillot dans ces conditions-là. Tout simplement, tu vois, c'est pas... Mais tu sais, j'en ai rigolé, mais ça me fait rêver en fait. Moi, tu sais, ça me fait rêver parce que au-delà du fait, comme tu dis, que on n'est pas là pour dire c'est bien, pas bien ou encourager les jeunes à le faire, mais c'est une fois de plus tellement game changing, tu casses les codes une fois de plus en t'imposant et surtout en racontant une vérité. C'est une forme de vérité dans le sens où, comme tu l'as dit, si tu dis non tout de suite, on va étouffer, on fera comme si tu n'as jamais été appelé. La réalité, c'est que tu as été convoqué. Pas forcément dans les 23, ouais. Mais tu as été convoqué. Et ils ne peuvent pas dire non, on l'a jamais appelé, on n'en voulait pas. Voilà, c'est ça. Je savais qu'en diffusant la news, après c'était mort pour eux, tu vois. Donc, et je savais déjà, quand ils m'ont appelé, je savais que j'allais refuser. C'est pas. Après, j'avais le sentiment, comme je l'ai dit, j'avais le sentiment d'être boycotté, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai réagi comme ça, en fait. S'ils ne m'avaient pas appelé tout court et jamais appelé, j'aurais pas eu à faire ça. Mais j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose contre moi, et je sais qu'il y avait quelque chose contre moi. Et le sentiment d'être boycotté et pas être pris à ma valeur, tu vois. Donc j'ai agi comme ça parce que c'était naturel. Hein. Ça n'a pas été prémédité. C'est pas prémédité pour passer dans la presse, pour faire des histoires. Parce que tu sais, j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma vie et à chaque fois c'était naturel. Tout ce qui s'est passé, c'était spontané. En fait, quand il m'a appelé, je savais déjà que je me suis toujours dit, s'il me rappelle, en fait, parce qu'à ce moment-là, j'étais boycotté, s'il me rappelle, je vais leur faire ça. Tu vois, franchement, bravo, parce que moi, j'ai trouvé ça fort et fort à faire, fort à assumer. Et pour le coup, tu sais, c'est pas n'importe qui peut le faire. Ouais, après, comme tu as dit, il faut assumer après derrière. Parce que tu vas être critiqué déjà, et puis après, ils vont regarder tes performances dans ton club. Encore plus. Encore plus. Et non, moi j'étais bien dans mon club, tu vois, j'étais focalisé à 200% sur à l'époque, je crois que c'était Manchester City. Et je savais que, quoi qu'il arrive, si j'avais la confiance du coach dans mon club, c'était le plus important et c'est ce qui se passait. Et c'est pour ça que j'étais performant dans mon club et qu'ils n'avaient rien à dire. En tout cas, au niveau de mon club, tu vois, en équipe de France, c'était, comme on l'a expliqué avant, c'était un peu compliqué. Les rapports et même mes performances, tu vois, ouais. sur le terrain. Mais en tout cas, dans mon club, il n'y avait rien à dire. Et quand tu dis à Arsène Wenger, à l'époque où tu es à Arsenal, tu es jeune, je crois que c'est le dernier match de la saison dans laquelle tu es arrivé, la première saison, je crois. Tu es arrivé en cours de saison. J'étais arrivé au mois de février. Et c'est le dernier match, il me semble, de la saison. Au mois de mai, ouais. Et je lui dis que j'avais pas envie de. Tu lui dis, t'as pas envie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? C'est la folie de la jeunesse. Mais t'as pas envie parce qu'il y a quelque chose qui te dérange ou juste t'es saoulé, c'est pas un déplacement ou un match? Non, c'est pas que c'est pas un déplacement. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça m'a saoulé. J'étais pas bien en fait. Tu vois pas? J'étais pas bien, je me sentais pas bien là où j'étais. Ouais. Et donc ça m'avait saoulé d'aller en déplacement, de faire un match. Avec les joueurs, tu vois, c'est un tout en fait. Tu vois, c'était pas, oh non, c'est à l'autre bout du pays, c'est trop loin, j'ai pas envie. C'est pas du tout ça. C'est vraiment que il y avait un malaise et un mal-être sur le moment. Il y a rien qui marche. J'étais nouveau dans le club, je parlais pas anglais, je jouais pas beaucoup.
Tu vois, c'était comme si c'était le cafard, tu vois. Et toujours, tu étais jeune parce que J'avais 18 ans, je crois, à l'époque que je fais ça. J'avais 18 ans. Je venais juste d'arriver en Angleterre. Je suis arrivé au mois de février, ça se passe au mois de mai. C'était vraiment le malaise qu'il y avait. Et donc le dernier, je ne sais pas pourquoi, le dernier match, je n'avais pas envie d'y aller. Bon, je t'embête pas avec ça, mais une dernière qui m'a... Moi, je regarde à l'époque le documentaire Inclassable sur toi. Et il y a une punchline d'anthologie que tu sors à l'époque au président du club. Je sais plus, c'était pas Pérez, il me semble. Ouais, c'était le deuxième président Onieva, je crois. Quand il te dit que tu vas le voir, tu lui dis que j'aimerais te parler. J'imagine la situation, comment c'était compliqué. Puis il dit non, va t'entraîner. Je vais te parler avant. Il dit non, mais on va t'entraîner, on verra si je parle après. Ça, c'est exceptionnel. Ouais, mais ça, c'est la folie des 20 ans. C'est incroyable. Tu lui as dit, regarde-moi et regarde si tu vas me voir sur le terrain. Oui, mais quand tu as 20 ans, c'est n'importe quoi en fait ce que j'ai fait. Tu vois, c'est fou. Mais là, quand tu me le dis là, à 44 ans, je dis mais je suis un fou en fait. C'est avec le recul forcément. Ouais, avec le recul, et on n'encouragera pas nos enfants à le faire. J'ai fait des trucs aujourd'hui quand je regarde. Si je le faisais maintenant, je suis mort. Tu vois, je l'ai pas fait. À l'époque, je le faisais parce qu'il n'y avait pas les réseaux, machin. Si je le fais maintenant, je suis éteint. Tu vois. Ouais. Non, c'est la folie des 20 ans. Et c'est vrai que j'avais pas peur de ce qui pouvait se passer après, tu vois. Je réfléchissais pas de ce qui allait se passer parce que j'étais dans l'instant présent. J'étais déjà dans l'instant présent. C'était naturel, c'était spontané et j'avais foi en ma valeur sur le terrain. C'est-à-dire mon talent. C'est-à-dire que vas-y, tu me prends la tête là, je vais ailleurs. Et je vais le faire. Tu vois, je vais réussir. J'étais comme ça, j'ai toujours eu confiance en moi. Tu vois, même dans les difficultés, j'ai toujours eu confiance en moi. Je savais que même dans la difficulté, à un moment donné, ça allait revenir et que la retourne, tu vois, dans le football, même dans la vie. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, mais c'est une folie, tu vois. Aujourd'hui, quand tu me le dis, je suis un fou. Mais moi, j'ai le sentiment que les plus grands, et après ça n'engage que moi, mais les plus grands ont tous ce brin de folie, ce brin de personnalité, ce brin de... Parce que sinon, c'est ce qui fait que pour moi, c'est ce qui fait que tu sors du lot. Sinon, tu restes un petit peu dans... Parce qu'il y en a plein des bons joueurs, juste bons. Il y en a plein. Mais comme on dit en anglais, les great players, pas les good players, les great players, ils ont soit un talent exceptionnel, soit une personnalité atypique, soit justement des coups de folie, tu vois, du Zlatan, du Ronaldinho, du Neymar. Je pense que ce sont des types de profils similaires aux tiens dans le sens où ils ont une vision, ils ont une personnalité et ils vont l'imposer. Tu vas pas leur dire quoi faire. Moi, c'est plutôt Kanto, tu vois. Très fan de R9 dans son jeu. Il y avait aussi à l'époque Ginola, tu vois, au PSG, parce que, pour parler de football, dans ma jeunesse. Mais vraiment, Kanto, au niveau du caractère, c'était incroyable, tu vois. Et j'ai toujours kiffé les personnages comme ça. C'est-à-dire Kanto dans le football, Agassi qui était différent dans son style et même dans sa mentalité, dans sa personne, dans le tennis, dans les dessins animés, dans les mangas. C'est toujours les fous que je kiffe. Tu vois. Par exemple, je vais regarder Dragon Ball Z, je vais kiffer Vegeta. Vegeta, ouais. Tu vois, bien je sûr. vais pas kiffer le gentil, je vais kiffer le méchant gentil. Tu vois, dans Olive et Tom, Mark Landers. Tu vois pas. Je vais pas kiffer Olive, mais je vais kiffer Mark Landers. Olivier Hatton. Tu vois, ouais. Et j'ai toujours eu ce kiff dans ces personnages-là. Donc en vérité, quand tu regardes ma carrière et tous les trucs qui sont passés et tout ce que j'ai fait, c'est beaucoup à l'image de ce que je kiffais quand j'étais petit. Et j'ai retranscrit sans vouloir le transcrire, tu vois. C'était juste... C'est machinalement. Ouais. Non, mais c'était juste moi en fait. Parce que comme je kiffais ces personnages-là... Tu te retrouves un peu dans ces trucs-là. Et Kanto, quand il saute sur le mec, sur le supporter. Il y a plein de gens qui étaient peut-être outrés, genre choqués. Moi, je kiffais. Moi, j'ai kiffé. Non, mais je suis pareil. Moi, quand Zizou il met son coup de tête à Materazzi, pour moi, je respecte là où toute la France condamne en disant il nous fait perdre la Coupe du Monde. Moi, je me dis c'est un bonhomme. On ne sait pas ce que les mecs traversent. On ne sait pas ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et à la fin de la journée, oui, c'est un moment spécial. Oui, il devrait être à même d'eux, mais au bout d'un moment, c'est un être humain.
Et voilà. Moi c'est ce genre d'action-là, ce genre de personnes qui ont le mental et qui ont on va dire les couilles pour le faire, tu vois. Ben ça, moi, je kiffe. Tu vois. Et hier, j'ai discuté avec mon pote Samir Amirech et je lui ai envoyé une vidéo de Romario. Et Romario, quand tu regardes ce qu'il a fait dans sa vie, il a fait des trucs de fou aussi, pareil. Tu vois. Il s'est battu avec des mecs sur les terrains à la base de kick, des trucs de fou, comme Maradona. Les gens, ils savent pas ce qui s'est passé dans le passé, mais il y a des vidéos qui peuvent voir, tu vois. Que tu vois Maradona, quand il s'est frité avec à Barcelone contre je sais plus qui. Je sais pas si tu as déjà vu. Fais un tour sur Diego Maradona, Barcelone, genre bagarre. Et tu vas rigoler. Et tu regardes aussi Romario. Tu dis mais il y a plein de gens quand ils vont voir ça, ils vont être choqués. Pas moi. Moi je vais kiffer. Tu vois. Et je suis pas tout seul. Hein. Je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent comme moi. Il y a une grande communauté, crois-moi. Mais voilà, c'est une mentalité que j'ai, c'est une mentalité qu'on a. C'est ce qui fait que, comme tu as dit, il y a des personnes qui suivent les lignes droites ou les lignes, et il y a d'autres qui vont prendre un autre chemin, qui vont être différents. Et j'ai voulu, sans le chercher, être différent, pas faire comme tout le monde. Il y a des gens qui m'ont inspiré et ces gens-là en font partie. Et ces actes-là en font partie. Tu vois. Et moi, tu nous as inspiré aussi grandement et je salue ta carrière, ton personnage et qui tu es parce que franchement, gros big up. Merci en tout cas, Nico. C'était un plaisir immense. Vraiment, je te félicite pour qui tu es, pour ta carrière. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite avec la famille notamment et dans tes prochaines aventures. Merci, c'est gentil. C'est cool. Eh bien, écoutez, it's a wrap, comme on dit. Fini. À bientôt. Got to open up for the shot. Oh, what a goal that is! Nicolas Anelka has been waiting all game